Voilà, Madame, Monsieur, geschätzte Damen und Herren, j'ai le plaisir d'ouvrir ce point de presse dont l'objet est de vous donner des informations concernant les modalités de retour en classe des élèves de l'école obligatoire, transport et cantine compris. Vous le savez, le Conseil fédéral a confirmé, c'était le 29 avril dernier, que le retour à l'enseignement présentiel à l'école obligatoire était possible à partir du 11 mai. Cette confirmation a été accompagnée d'un plan de protection fédérale qui donne les bases à respecter lors du retour en classe des élèves. Elle a aussi assorti ce retour d'une exigence, celle d'établir un plan de protection pour les écoles fribourgeoises. Zusammen mit dieser Bestätigung hat der Bund ein Schutzkonzept herausgegeben, das die Grundprinzipien für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den obligatorischen Schulen festlegt. Zudem wurde die Bestätigung an eine weitere Bedingung verknüpft. Der Kanton muss für die Freiburger Schulen ein kantonales Schutzkonzept erarbeiten. Et c'est ce à quoi se sont attelés les services de l'enseignement de la scolarité obligatoire en étroite collaboration avec l'organe cantonal de conduite durant ces derniers jours, week-end et soir compris, avec le pari réussi de livrer toutes les informations utiles aux directions des écoles primaires ce mercredi, afin que tout soit prêt pour l'accueil des élèves lundi. Pour vous présenter les plans de protection et les recommandations dans le domaine des transports scolaires, prendront la parole aujourd'hui M. Andreas Mag et Marianne Küng, respectivement chef de service et chef de service adjoint des Amt für Deutsch obligatorische Unterricht, M. Hugo Stern, chef du service de l'enseignement obligatoire de langue française, M. Patrice Borcard, membre de l'organe cantonal de conduite, qui nous accompagne dans la planification de cette rentrée, notamment pour les questions liées au transport, aux cantines scolaires, au matériel sanitaire remis aux écoles, à l'accueil extrascolaire. Et comme s'il s'agissait malgré tout d'une rentrée scolaire, même si elle se fait dans des conditions peu ordinaires, nous pouvons également compter sur la précieuse collaboration de la police cantonale. Monsieur Jean-Marc Rotzetter, chef de la police de la circulation, rappellera les règles élémentaires de sécurité aux abords des routes et des écoles. Enfin, notre médecin cantonal, Madame Barbara Grützmacher, est aussi ici et répondra volontiers aux questions d'ordre sanitaire. Avant de leur passer la parole, encore une précision pour les personnes qui nous suivent en direct. En fin de journée, vous retrouverez sur notre site web un résumé de ce qui est maintenant dit, et ce en français et en allemand dans la rubrique Actualité. Gegen Ende des Tages finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik der News eine Zusammenfassung dessen, was jetzt auf Französisch und Deutsch mitgeteilt wird. Enfin, un point de presse est d'abord organisé pour les médias, pas pour le grand public, et nous ne sommes pas en mesure de tout traduire, chacun s'exprime dans sa langue maternelle. Eine Medienorientierung ist in erster Linie für die Medien bestimmt, nicht für die breite Öffentlichkeit. Es kann keine simultanen Übersetzung angeboten werden. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer spricht in der eigenen Sprache. Voilà pour mes quelques mots d'information et je passe maintenant la parole à M. Andreas Mag. Besten Dank, Herr Staatsrat. Gerne möchte ich zu Beginn etwas Grundsätzliches zum Bildungsauftrag der obligatorischen Schule trotz Covid-19, einer außerordentlichen Lage und Fernunterricht sagen. Das Lernen ging in den letzten 8 Wochen weiter und es geht auch weiter. Und wir sind stolz auf die Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, alle Lehr- und Fachpersonen, die Schulbehörden, Gemeindebehörden für das Geleistete in den letzten 8 Wochen. Die Voraussetzungen, dass auch dieses Schuljahr möglichst erfolgreich zu Ende geht, wurden definiert. Kein Abschluss ohne Anschluss. Das Schuljahr wird offiziell anerkannt, die Anschlussbedingungen sind definiert, das 2. Semester gibt keine Noten und bis zu den Sommerferien keine Hausaufgaben. Der Übergang gestaltet sich jetzt schrittweise und wir werden am Montag die Türen der Schulen wieder öffnen und in Halbklassen mit dem Unterricht beginnen. Zum Schutzkonzept.
In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem kantonalen Führungsorgan wurde das gemeinsam erarbeitete Konzept für die obligatorische Schule und die Sonderschulen ein Rahmen vorgegeben, dass die Grundprinzipien des Schutzkonzepts des Bundes vom BAG eingehalten werden und alle an der Schuleröffnung beteiligten Personen wissen, welche Regeln anzuwenden sind, dass einerseits der Schutz der Gesundheit gewährleistet ist und gleichzeitig wieder Unterricht stattfinden kann. Alle Arbeiten in Zusammenhang mit einer Verteilung von Schutzmaterialien, Desinfektionsmitteln, Masken, Ausstattung der Räume sind erfolgt. Die Schulbehörden haben zusammen mit ihren Schulteams die Organisation der nächsten 2 Wochen mit einer schrittweisen Wiederaufnahme geplant und vorbereitet, mit dem Ziel, den regulären Unterricht ab dem 25. Mai mit der ganzen Klasse wieder aufzunehmen. Die Schulen sind bereit und freuen sich, die Kinder ab Montag in Empfang zu nehmen, wir auch. Die Wiederaufnahme wird eng begleitet und mitverfolgt. Ich gebe das Wort Frau Küng weiter. Neben diesem Schutzkonzept, das Herr Maag eben erwähnt hat, haben wir auch ein FAQ für unsere Schuldirektionen erarbeitet. Das ist ein Papier, das wird sich immer ergänzen, denn jetzt auch mit dem Machen kommen immer auch noch konkrete Fragen, die wir beantworten und so gerne unsere Schuldirektionen unterstützen. Das Ankommen der Primarschülerinnen und Primarschulen in der Schule wird eng verbunden sein, zuerst auch mit dem Vertrautmachen dieser Verhaltens- und Hygieneregeln. Wie soll ich mich verhalten? Was darf ich tun? Wie wasche ich richtig die Hand, wenn ich eine Maske anziehen soll? Wie mache ich das? Solche Fragen werden die Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern besprechen. Sie werden sich aber auch um die emotionale Befindlichkeit der Schülerinnen und Schüler kümmern, positive wie negative Erfahrungen aufnehmen und auch die Bindung, die sozialen Bindungen wieder stärken, sodass das Gemeinschaftsgefühl, das Klassengefühl wieder wachsen kann. Dann in einer nächsten Phase geht es darum, den Lernstand einzuschätzen, sodass das Weiterlernen bis zum Sommer geplant werden kann. Und auch ganz wichtig ist, die überfachlichen Kompetenzen wie Selbstständigkeit oder die digitalen Anwendungskompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen aufgebaut haben, zu würdigen, zu nutzen und weiterzuentwickeln. Selbstverständlich werden Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf, mit niederschwelligen oder verstärkten sonderpädagogischen Maßnahmen oder die eine andere Muttersprache haben, speziell gestützt. Und Hausaufgaben wird es keine mehr geben, um eben die Familien zu entlasten. Je prends volontiers le relais de mes collègues alémaniques dans la même lignée et je les remercie aussi pour l'excellente collaboration entre les deux parties linguistiques dans notre canton au niveau de l'école. Il s'agit aussi de remercier tous les acteurs de l'école pour les efforts qui ont été faits pendant cette période d'enseignement à distance. Je pense aux élèves, je pense aux parents, aux enseignants, aux directions d'école qui ont déployé des efforts extraordinaires pour faire face à ce défi. Il y en a un nouveau maintenant, celui de reprendre l'école et peut-être leur dire dans ce contexte-là notre confiance et notre fierté devant tout ce qui se prépare et tout ce qui se fait. Les priorités, j'en ai pas parlé la dernière fois, je dis quelques mots au niveau des priorités pédagogiques brièvement, puis ensuite quelques mots sur le plan de protection. Les priorités pédagogiques, c'est tout d'abord, avec ce retour à l'école, un accueil bienveillant et rassurant des élèves dans leur classe. Maintenir les liens privilégiés avec eux, avec leurs parents, faire preuve d'empathie et de compréhension. Voici les maîtres mots que nous avons voulu pour cette reprise. Veiller aussi à l'égalité des chances, en portant une attention particulière, notamment aux élèves qui n'ont pas pu bénéficier de conditions satisfaisantes pendant l'enseignement à distance. Donc il y a tout un travail de soutien, d'analyse, de discussion à faire pour aider ces élèves-là, valoriser les apprentissages qui ont été réalisés pendant l'enseignement à distance, voilà un autre objectif prioritaire, et aussi identifier les opportunités pédagogiques que cette crise a permis, et aussi les intégrer pour la suite. On pense l'utilisation de certains outils et d'autres aspects qui sont très positifs, il ne faut pas l'oublier.
Pour la fin de l'année scolaire, ce sont les balises pour l'enseignement à distance qui restent d'actualité, c'est-à-dire nous avons donné un parcours pour essayer de ne pas manquer trop d'éléments jusqu'à la fin de cette année scolaire. Et il faut bien penser que le début de la prochaine année scolaire, les premiers mois de la prochaine année scolaire seront aussi planifiés en fonction de tout ce que nous avons traversé et nous devrons tenir compte de cette planification sur un plus long terme pour assurer les notions qui doivent absolument être abordées en classe. Voilà, et puis pour ce qui concerne le plan de protection, alors ça a été très bien exprimé par mes collègues germanophones, ce plan en 9 points réalisé à travers une excellente collaboration avec l'OCC, que je remercie aussi au passage, qui ont pu permettre de mettre en œuvre de manière un peu plus précise les directives de l'OFSP. À noter que ces informations importantes qu'il contient ont été distillées jour après jour aux établissements. Ce plan cantonal, c'est la récapitulation générale et officielle, mais nous avions donné depuis 10 jours des informations aux directions d'établissement pour se préparer. Au fur et à mesure que les infos étaient validées, nous les avons transmises aux écoles pour leur permettre de s'organiser au mieux. Dans ces 16 pages, eh bien, on trouve une quantité d'informations, notamment éléments essentiels, les règles de conduite et d'hygiène pour les différents acteurs de l'école. On y parle du masque qui n'est ni exigé ni recommandé pour les enfants, mais possible, puisque si les parents le souhaitent, eh bien, on peut le porter dans les transports et à l'école. L'enseignement du sport, qui est lui aussi possible avec certaines précautions, avec certaines activités qu'il faut privilégiés plutôt que d'autres. On évite notamment les contacts interpersonnels le plus possible. Les récréations, avec toute la question d'éviter les grands attroupements, mais de vivre aussi le plus normalement possible avec toutes les informations que nous avons reçues de l'OFSP. Donc ça doit être possible de vivre ces récréations. Alors on doit s'adapter en fonction des contextes. Une grande école essaye d'échelonner les moments de départ et de rentrée à la récréation pour ne pas avoir tout le grand groupe en même temps dehors, etc., etc. Donc il y a des dispositions qui doivent s'adapter évidemment au contexte de chaque école. Ce n'est pas dans le document du plan de protection qu'on a défini pour chaque type d'école différente. On n'est pas allé dans un niveau de détail trop important. Il faut laisser aux acteurs de terrain aussi le bon sens et la manière de s'organiser en fonction de ce qui est donné ici. On y parle de distanciation adulte-adulte. Je rappelle que c'est surtout les adultes qui sont problématiques, là, pas tellement les enfants. Donc évidemment, toutes ces règles entre les adultes vont être respectées, adultes, enfants aussi, dans toute la mesure du possible. Mais évidemment, c'est impossible d'assurer cela en permanence dans l'école. Si on pense au petit degré, eh bien, si un enfant tombe, il faut bien s'en occuper. Donc il y a aussi des petites dérogations à cet élément-là. C'est pour ça que l'on dit dans toute la mesure du possible. Et puis encore peut-être un dernier mot sur les enseignants, sur les élèves qui seraient malades. Un enfant malade n'appelle pas automatiquement une mise en quarantaine de toute une classe ou de tout un établissement. On se tournera vers le service de la médecin cantonale pour avoir des informations médicales valides et prendre les bonnes décisions dans ce contexte. Voilà ce que je voulais dire dans les grandes lignes par rapport au plan de protection. Donc on se réjouit aussi de reprendre le chemin de l'école. C'est ce que j'ai entendu de beaucoup de directions et de beaucoup d'enseignantes et enseignants, sans parler des parents et des élèves. J'oubliais, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs, au nom de l'organe cantonal de conduite que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, je tiens à souligner la parfaite collaboration qui a existé entre ce dit organe et les responsables de la DICS pour mettre en place cette reprise des activités dans les classes qui n'est pas une sinécure, tant elle réclame de coordination dans différents domaines, le domaine sanitaire, le domaine de la mobilité, le domaine de la sécurité, sans parler naturellement du domaine pédagogique. Une excellente collaboration a permis de mettre en place dans un temps extrêmement bref un certain nombre de cadres, de documents qui sont à votre disposition et qui vont permettre aux établissements, aux responsables d'établissements, aux enseignants d'assumer leurs responsabilités dans un cadre différent, dans un environnement qui est parfois un peu problématique. En ce qui nous concerne, nous avons mis l'accent sur les plans de protection, notamment par rapport aux transports qui sont, disons, un redoutable défi pour les prochaines semaines. Dans le domaine du matériel qu'il a fallu livrer
aux établissements comme aux communes et dans le domaine aussi des restaurants qu'il a fallu, disons, modifier en fonction des exigences sanitaires. En ce qui concerne les transports, le souhait de l'OCC, c'est d'établir un certain nombre de priorités pour aller à l'école et on invite fermement, prudemment les enfants à aller d'abord à l'école à pied. C'est une mesure aussi d'hygiène, disons, corporelle. C'est un souhait que nous formons de manière à éviter que nous ayons d'abord des embouteillages de voitures, ça c'est le risque principal, trop de monde dans les transports publics, ce qui ne permet pas d'avoir notamment la distance nécessaire. Donc aller d'abord à pied à l'école. D'habitude, je ne sais pas s'il existe des statistiques, mais le nombre de kilomètres n'est pas très grand. Eh bien, s'il faut rajouter 1 ou 2 kilomètres à la marche habituelle, il faut le faire. C'est bon pour la santé et ça va permettre d'équilibrer l'ensemble des moyens de transport. Le deuxième moyen de transport à privilégier, c'est le vélo. Nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines, parce que nous travaillons pour la durée, non seulement jusqu'à la fin de la saison de l'année scolaire, mais aussi pour la reprise, où les choses ne vont pas être considérablement modifiées. Eh bien, le vélo doit être un des transports privilégiés par les enfants, peut-être par l'ensemble de la population au final, mais en tout cas par les enfants. Et donc là, nous savons que nous avons un certain nombre d'efforts à faire. La direction de l'aménagement avec le service de la mobilité, en concertation avec l'OCC, eh bien, travaille dans cet objectif. Il y aura des annonces qui vont être faites, mais il y a du travail pour permettre au vélo de prendre la place qui lui revient dans le contexte particulier qui arrive. Donc le vélo en deuxième. Ensuite, il y a naturellement les transports publics. Les transports publics qui, contrairement à ce qui a pu être imaginé par certains, ne sont pas la cause de l'échelonnement de la mise en œuvre des conditions de la rentrée des classes. On a souhaité, l'OCC a souhaité cet échelonnement pour éviter des embouteillages dans les transports publics. Des transports publics bondés ne correspondent pas franchement à l'idéal qu'on s'imagine pour la rentrée des classes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité aller dans cette direction et c'est la raison aussi pour laquelle les transports publics, notamment les TPF, ont participé à cet effort. 3 plans de protection ont été mis en place à cette occasion en direction des élèves et des parents, d'abord des communes qui ont leurs responsabilités dans l'organisation des espaces et de la sécurité, et envers les transporteurs également. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous avez les éléments. Principal élément, c'est d'abord les transports publics sont sûrs, ils sont nettoyés systématiquement, il y a une attention qui sera portée aux personnes qui souhaitent un masque, puisqu'un masque sera offert à tous les enfants, tous les enseignants. Je vous signale aussi, il y aura une communication qui sera faite, mais les personnes qui souhaitent avoir un masque lundi, toute la matinée, pour lancer la rentrée en quelque sorte, eh bien, les personnes qui ne sont pas en lien direct avec les établissements scolaires pourront disposer de ce masque qui sera offert par les transporteurs, notamment les TPF, dans les principales gares du canton. Ensuite, le dernier moyen de transport que nous préconisons, c'est le véhicule individuel. Et là, le représentant de la police cantonale pourra insister sur cette sécurité qui est absolument indispensable. Concernant les masques, un travail important a été fait au niveau de l'OCC avec différents collaborateurs en partenariat avec les communes pour distribuer du matériel aux écoles, aux établissements scolaires, mais aussi aux communes. Il y a eu 830 000 masques qui ont été distribués ces 3 derniers jours, à usage notamment du premier jour pour aller dans le transport public et notamment pour les élèves qui seront ainsi ravitaillés via les établissements publics pour l'usage dans les transports en commun. Il y a eu 11 000 litres de gel qui ont été distribués dans tous les établissements de manière à en avoir suffisamment, comme nous avons aussi distribué 750 litres de savon pour les plus jeunes qui ont une peau un peu plus délicate et il est préconisé l'usage du savon pour les plus jeunes enfants. Nous avons aussi mis en place, avec l'aide de la DIX,
un système de commandes de manière à faciliter les commandes en continu jusqu'à la fin de l'année scolaire et bien entendu pour la reprise à venir. Concernant les cantines, on ne va pas s'attarder, ça concerne plutôt le CO, donc c'est à partir du 2 juin seulement. Là aussi, un travail a été fait en coordination entre les restaurateurs et les écoles, de manière à mettre en place des systèmes plus sécurisés, la réorganisation des espaces, la protection des collaborateurs, le service avec les gants et des masques, pas de self-service, un seul repas et une assiette de pâtes pour ceux qui n'ont pas goût au plat qui sera proposé. Un système de paiement sans passer par l'argent liquide. Donc voilà, toutes les mesures ont été prises pour que la rentrée dans les restaurants scolaires se passe le mieux possible. J'ai terminé, je donne la parole à M. Rotzetter. Merci, Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur le Président de la Conférence des préfets, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'occasion qui m'est donnée de venir présenter nos attentes dans le domaine de la sécurité routière. Dès lundi, ce sont environ 30 000 élèves qui reprendront progressivement le chemin de l'école selon les modalités qui vous ont été expliquées. Comme à chaque retour de vacances prolongées, la police cantonale et les polices communales vont s'investir pour marquer des présences à proximité des écoles et aussi sur les trajets qui y mènent. Mais c'est pourtant une rentrée différente qui s'annonce avec d'une part des enfants qui, depuis un certain temps, n'ont pas revu leurs camarades, qui se sont trouvés dans un environnement plutôt familier, et puis qui doivent désormais composer avec des consignes supplémentaires. Avec aussi des parents qui devront certainement renouer avec une organisation bien différente de leur journée. Et puis enfin un trafic qui va, à n'en point douter, gagner en intensité. Et il y a pourtant là-dedans deux constantes. La première, ce sont les enfants qui, même s'ils connaissent les bons comportements à adopter, comme par exemple de toujours s'arrêter lorsqu'ils arrivent au bordure d'une route, restent imprévisibles. Et puis de l'autre côté, ce sont nous, les adultes, qui avons la responsabilité de réduire les risques d'accident. De quelle manière? Là aussi, finalement, la recette est relativement simple. Tout d'abord, il s'agit d'être conscient que chaque voiture de plus autour d'une école, c'est une difficulté supplémentaire pour les enfants. Vous avez entendu là les recommandations qui ont été faites en termes de déplacement, et puis c'est un élément effectivement important. Et puis l'autre aspect, c'est de redoubler de prudence à chaque endroit où on peut s'attendre à la présence d'enfants. Pour les parents, les recommandations vont en faveur de la mobilité douce. À pied ou à vélo, le choix il dépend avant tout des compétences et du degré d'autonomie de l'enfant, aussi pour s'il y a lieu de l'accompagner ou non. Et dans tous les cas, c'est le trajet le plus sûr et non le plus court qui doit être privilégié. Et puis enfin, de veiller à la visibilité de son enfant, en lui faisant emporter ou en veillant ce qu'il ait des habits clairs et contrastés, ou qu'il porte les gilets ou les triangles de sécurité qui ont été fournis au début de l'année scolaire, c'est donner plus de temps aux autres usagers pour réagir. Le personnel chargé des transports ou de l'accompagnement des lignes de pédibus, les coachs, les patrouilleurs scolaires, la police et ses radars seront tous dès lundi mobilisés. Et ensemble, nous comptons sur chacune et chacun pour nous aider à rendre le trajet scolaire encore plus sûr. Et je les remercie d'ores et déjà, toutes les personnes qui joueront le jeu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si notre médecin cantonal voulait dire quelque chose à ce point ou seulement répondre aux questions si on a. Merci. À qui puis-je passer ainsi la parole? Monsieur Maradan. Merci beaucoup. Une question par rapport à ce qui a été dit la semaine passée sur finalement l'évaluation également de l'état des connaissances des élèves ou de leurs éventuelles lacunes durant cette période. Comment ça va se passer, sachant que justement il y aura pas de notes, par exemple? Alors là, il y a, comme pour la police, un raccourci à ne pas faire, c'est-à-dire les notes, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On évalue
aussi sans mettre de notes. C'est ça qu'il faut rappeler. L'évaluation formative, hein, dans le jargon pédagogique, c'est toute cette évaluation en continu que les enseignants font, l'auto-évaluation que les élèves font aussi de leurs travaux, hein, sous la responsabilité des enseignantes et des enseignants. Donc tous ces éléments-là nous permettent de prendre quand même la température des apprentissages qui ont été réalisés. C'est ce qu'on fait en temps normal avant de faire une évaluation sommative, hein, certificative, qui vient poser une note à un moment donné qui doit être la plus valide possible. Donc tous ces éléments de l'évaluation, mis à part la note, vont être mises à contribution de manière à bien évaluer la situation de chaque élève pour l'aider au mieux, pour remédier d'abord, et puis ensuite se lancer dans les nouvelles notions. Donc ça, c'est un élément important. Et nous, de notre côté, service d'enseignement francophone alémanique, on prépare aussi des outils avec nos conférences régionales latines et alémaniques. Il y a beaucoup de réflexions à ce niveau-là pour doter les établissements de différents outils. Nos collaborateurs pédagogiques préparent des éléments aussi dans ce sens-là pour faciliter le travail des enseignantes et des enseignants. Merci. Est-ce qu'il y a encore une intervention de votre côté? J'ai une intervention de Radio Freiburg. Wie viel Freiheit haben die Schulen, die Schulkonzepte in ihren individuellen Kontexten anzupassen? Wird das von den Behörden kontrolliert? Also erstens ist es so, dass die räumlichen Verschiedenheiten der Schulen doch sehr maßgebend sind. Was ist möglich, was nicht? Ich denke, die Sicherheitshygiene-Vorgaben, vor allem was die Ausstattung an Desinfektionsmittel, aber auch an der Organisation der Klasse. Der Fokus ist im Moment so, dass die Stammklasse möglichst immer zusammenbleibt. Dort gibt es keinen Spielraum. Auf der anderen Seite ist es so, dass dann auch an der Orientierungsschulen gibt es verschiedene Fächer und dort ist die Organisation dann auch vor Ort zu bestimmen, wie sind die Möglichkeiten von den Räumlichkeiten, aber auch von der Disposition, auch von den verschiedenen Lehrpersonen, die zur Verfügung stehen. Wie wird das alles organisiert? Ich denke, das Konzept vom Bund gibt einen klaren Rahmen vor. Es wurde jetzt verfeinert mit dem kantonalen Konzept und jetzt geht es darum, dass jede Schule schaut, haben wir ein Schulhaus, haben wir 8 Schulzimmer, haben wir x Nebenräume, sind wir 3 Schulhäuser, wie organisieren wir das, haben wir Schülertransporte oder nicht, und ich glaube, dort finden Sie die Lösungen vor Ort. Une deuxième question de Radio Freiburg. Warum würden 2 Wochen als Aufwärmephase gewählt und wird man danach die Situation neu evaluieren? 2 Wochen, das sind 8 Tage. Wurde aufgeteilt in 2 Gruppen. Ich denke, die Bedingungen, die jetzt gewählt wurden, sind sanft. In Halbgruppen hat eine Lehrperson bessere Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Zweitens geht es darum zu schauen, wie ist das Lernen im Fernunterricht wirklich passiert. Wir wissen, dass es dort 2 Gruppen gibt. Die einen, die machen das sehr selbstständig und das ist unproblematisch, und bei der anderen Gruppe geht es wirklich darum, jetzt zu schauen, wo muss man ansetzen, wo braucht es Unterstützung und zusätzliche Hilfen. Auf der anderen Seite geben uns diese 2 Wochen auch Zeit zu schauen, jetzt von der Entwicklung Ansteckungen, jetzt gibt es ein neues Verfahren, die Rückverfolgung von Ansteckungen. Wie entwickelt sich das Ganze mit den Eltern, mit den Schülern, aber auch mit den Lehrpersonen? Und ich denke, alle sind gespannt jetzt auf diesen ersten Schultag, dann wieder am 11. Mai, und wir wollen das sorgfältig begleiten und evaluieren. Das ist unser Ziel. Est-ce qu'il y a encore... Une troisième question de Radio Freiburg. Was ist mit den Schülerinnen und Schülern, die selbst zur Risikogruppe gehören oder Familienmitglieder haben, die betroffen sind? Wir haben eine Erfassung gemacht und die Schuldirektionen wissen, welche Schülerinnen und Schüler zur besonders gefährdeten Gruppe gehören. Dort ist es so, dass die Eltern ein Gesuch eingereicht haben und die werden weiterhin auch Fernunterricht erhalten. Die zweite Gruppe sind
gesunde Schülerinnen und Schüler, die aber in einem Haushalt leben, wo es eine Person hat, die zur besonders gefährdeten Gruppe gehört. Und dort ist es ebenfalls so, dass die Eltern ein Gesuch stellen, die Situation erklären, dass sie auch, wenn ein ärztliches Attest nachgeliefert wird, dass sie ein Anrecht haben auf Fernunterricht. Pas d'autres questions de... Oui, après je passerai la parole à M. Maradon. Alors, on change de région, c'est pour la Gruyère. Dans le plan de protection, il est indiqué que les parents qui refuseraient que leur enfant aille à l'école n'auront plus aucun droit à l'enseignement à distance ou à la mise à disposition de tâches scolaires, avec en principe aucune dénonciation à la préfecture. Pouvez-vous commenter ce point? Alors je pense qu'il y a deux éléments. Il y a l'idée de dénonciation, puisque le fait d'aller à l'école est obligatoire, et puis le fait que les enfants qui ne reviendraient pas à l'école sans appartenir à un groupe à risque n'auraient plus accès à l'enseignement à distance. Merci, M. Stern. Volontiers. Alors je pense qu'il y a un élément qui manque là, dans ce qui est relaté là, c'est la recherche de dialogue. Pour ces situations-là, il s'agit d'abord de rassurer ses parents. C'est pour ça que nous avons prévu dans nos documents, dans nos directives aux directions d'établissement, vraiment la volonté de prendre contact avec ces familles, de les rassurer, d'expliquer ce qui va se faire au niveau sanitaire, de renvoyer s'il y a des questions médicales vers les personnes compétentes, donc de vraiment faire ce travail. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans une logique de sanction. Ça nous paraissait difficile de faire cohabiter cette idée avec la crise que nous traversons. Il y a des peurs, il faut les entendre, et puis il faut travailler avec cela. Par contre, en même temps, on ne peut pas dire allons-y, enseignement à domicile pour toutes celles et ceux qui ne viennent pas à l'école, parce qu'à ce moment-là, on va avoir une sorte d'école à choix. C'est pas du tout le mode de l'école obligatoire. Les décisions politiques ont été prises, elles sont claires, c'est retour à l'école. Donc on va tout mettre en œuvre au niveau sanitaire et laisser aussi la souplesse de porter un masque à celles et ceux qui le souhaitent si ça les rassure. Donc on fait tout ce qu'on peut de part et d'autre, mais ça doit se faire de part et d'autre, et donc nous essayerons de rassurer et de convaincre ces familles d'envoyer les enfants à l'école. C'est ça que nous allons faire avec bienveillance et empathie, mais aussi avec une certaine fermeté. Merci. Monsieur Maradon, cette fois. Merci beaucoup. Je lisais que les enfants représentaient moins d'1% des cas de maladie. Néanmoins, si je fais un rapide calcul, ça peut quand même nous amener à quelques centaines de cas. Alors, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de mettre en quarantaine une classe entière, mais qu'est-ce qui pourrait être amené, quelles mesures pourraient être prises le cas échéant si un enfant est malade, pas un enfant à risque, un enfant normal, si je peux me permettre. Alors effectivement, si un enfant est malade, nous allons procéder comme pour n'importe quelle personne malade, il faudrait qu'il reste à la maison. Et il y aura une enquête d'entourage qui sera faite, et cela, ça commence à partir de lundi. À partir de lundi, comme cela a été communiqué hier, tous les cas positifs seront identifiés, et il y aura une enquête d'entourage qui sera faite pour identifier les contacts étroits de ces cas positifs, et les contacts étroits seront mis en quarantaine. Un petit peu la même procédure qui a été appliquée au début du mois de mars, au début de l'épidémie en Suisse. Et donc si un enfant appartient à la catégorie soit enfant malade, il devra rester à la maison et éventuellement se faire dépister. Et s'il appartient à la catégorie contact étroit, il devra rester en quarantaine. Merci bien. Y a-t-il d'autres interventions souhaitées? Pas des personnes présentes, mais je me tourne vers Marianne Meyer. Encore une question. Oui, c'est encore une question. Ça, c'est pour Radio SRF. Wissen Sie, ob bis am Montag alle Schulen im Kanton bereit sein würden mit dem Einrichten Schutznamen? Wie wird das kontrolliert? Also am Mittwoch haben die Schuldirektionen das Schutzkonzept zugestellt erhalten. In der Zwischenzeit auch alle Fragen, die gestellt wurden, konnten Antworten geliefert werden. Sie haben mit den Personen der Gemeinden vor Ort angeschaut, welche zusätzlichen Maßnahmen
werden vorgesehen, je nach Örtlichkeit und Räumlichkeiten in den Schulhäusern. Und wir wissen, dass die Schulen ausgerüstet sind, vorbereitet sind. Wenn es Absperrungen braucht, haben sie das angebracht. Wenn es Kleber am Boden braucht, auch. Sie haben zum Teilweise auch mit Plexiglas das Lehrerpult eingekleidet, wenn das bei Bedarf gewünscht wurde. Also ich denke, alle Beteiligten haben alles unternommen, damit am Montagmorgen die Schule gut starten können. Und in diesem Zusammenhang bitten wir wirklich die Eltern, das Schulareal nicht zu betreten und keine Ansammlungen vor dem Schulhaus zu machen, weil ich denke, wir sind Modell, wir sind Erwachsene und wir können nicht von den Kindern Sachen erwarten, die wir selber nicht einhalten. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions cette fois, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci.